Le 11 août 2014, au petit matin, dans une maison au bord de l'eau en Californie, un assistant frappe à une porte qui reste close depuis trop longtemps. Il finit par forcer la serrure. Ce qu'il découvre à l'intérieur va en quelques heures plonger le monde entier dans une stupeur presque incrédule. L'homme qu'on retrouve ce matin-là est l'un des artistes les plus drôles que l'industrie du divertissement ait jamais connu. Un homme capable de faire rire des salles entières en improvisant à une vitesse que personne d'autre n'arriverait à suivre. Un homme dont le visage, dont la voix ont accompagné l'enfance et l'adolescence de plusieurs générations à travers le monde, dont la mienne. Et pourtant cet homme vient de mettre fin à sa vie. Comment quelqu'un capable de faire rire des millions de personnes a-t-il pu être en réalité dans un état aussi difficile sans que le public ne le comprenne vraiment? Cette question va nous accompagner tout au long de cette vidéo. Et la réponse, comme vous allez le voir, est beaucoup plus complexe et beaucoup plus médicale que ce que la plupart des gens ont cru comprendre à l'époque. Pour comprendre cet homme, justement, il faut d'abord remonter très loin en arrière, avant la célébrité. Robin Williams naît en 1951 à Chicago, dans une famille aisée, mais austère. Son père, cadre chez Ford, est un homme réservé, presque distant. Sa mère, elle, adore faire rire et c'est probablement d'elle qu'il hérite ce besoin viscéral de capter l'attention par l'humour. Enfant plutôt solitaire, il passe une bonne partie de son temps seul à jouer avec des figurines, à inventer des voix, des personnages, des histoires entières pour lui-même. Après des études de sciences politiques rapidement abandonnées, il rejoint une école de théâtre en Californie, puis obtient une bourse extrêmement sélective pour la prestigieuse Juilliard School à New York où il devient l'ami et le colocataire d'un jeune acteur qui deviendra lui aussi une immense star, Christopher Reeve. Les deux hommes resteront proches toute leur vie. C'est en explorant les scènes de stand-up de San Francisco et de Los Angeles qu'il développe ce style qui deviendra sa signature, une improvisation débridée, un flot de personnages et de voix qui s'enchaînent à une vitesse folle, comme si son cerveau tournait plus vite que celui de n'importe qui d'autre dans la salle. And now I'd like to do something special. This is Charles Lawton. Oh, it's okay. Just kidding. This is Charles Lawton in the famous Hunchback of Notre Dame. Ce talent attire l'attention du producteur Gary Marshall qui lui offre un petit rôle d'extraterrestre dans la série Happy Days. Le personnage Mork plaît tellement au public qu'on lui offre sa propre série dérivée, Mork and Mindy. En quelques mois, Robin Williams devient une star mondiale, à peine âgée de 27 ans. Le scénario de la série est même réécrit pour laisser de la place à ses improvisations, tant elle dépasse systématiquement ce qui était prévu sur le papier. Mais cette ascension fulgurante a un prix. C'est à cette époque que débute une relation compliquée avec l'alcool et la cocaïne, qui va le suivre par vagues pendant plus de 30 ans. Il le dira lui-même sans détour dans une interview donnée en 1988. La cocaïne, pour moi, c'était un endroit où se cacher. Une nuit de 1982, il croise le comédien John Belushi, avec qui il partage un peu de cette même cocaïne, avant de rentrer chez lui. Le lendemain, sur le plateau de Mork and Mindy, on lui apprend que Belushi est mort d'une overdose durant la nuit. Le choc, combiné à la naissance de son premier fils, la même année, le pousse à arrêter net l'alcool et la drogue. Une sobriété qui va durer presque 20 ans. Les décennies qui suivent sont celles de sa consécration au cinéma. Good Morning Vietnam en 1987, où il incarne un animateur radio à l'humour torrentiel, lui vaut son premier immense succès critique. 2 ans plus tard, Dead Poets Society révèle une toute autre facette. Un professeur inspirant, habité par une mélancolie profonde derrière la passion qu'il transmet à ses élèves. Puis viennent Fisher King, où il joue un homme brisé par un traumatisme, et Madame Doubtfire, comédie familiale devenue culte. Et enfin, Will Hunting, où son rôle de psychologue bienveillant lui offre, en 1998, l'Oscar du meilleur second rôle. And the Oscar goes to Robin Williams in Good Will Hunting. Ce qui frappe en regardant sa filmographie dans son ensemble, ce n'est pas simplement sa capacité à faire rire. C'est sa capacité, tout aussi rare, à incarner des hommes profondément seuls, abîmés, ou habité par une tristesse qu'il cache derrière une façade. Que ce soit un professeur charismatique, un sans-abri traumatisé, ou plus tard dans Insomnia et One Hour Photo, des personnages franchement inquiétants, presque menaçants.
Comme si le comédien qui savait faire rire le monde entier savait tout autant donner corps à ses zones d'ombre. Dans sa vie privée, ceux qui le côtoient décrivent un homme d'une générosité peu commune. Il a soutenu pendant des années l'organisation caritative Comic Relief, multipliant les tournées auprès des troupes militaires américaines à travers le monde avec le programme USO, souvent sans aucune couverture médiatique. Marié 3 fois à Valérie Velardi, puis à Marcia Garcés, puis enfin à Suzanne Schneider en 2011, il est aussi le père de 3 enfants, Zach, Zelda et Cody, avec qui plusieurs témoignages décrivent une relation chaleureuse et complice, faite de blagues improvisées et de moments de tendresse loin des caméras. Alors pourquoi cette improvisation permanente ? Pourquoi ce besoin presque compulsif de faire jaillir des personnages et des voix sans jamais sembler pouvoir s'arrêter ? Je vais pas faire ici la psychologie de comptoir, on est d'accord ? Ni vous dire que les gens drôles sont toujours plus dépressifs que les autres. C'est un cliché paresseux, souvent faux, et Robin Williams lui-même a toujours refusé cette explication simpliste. Dans une interview accordée peu avant sa mort, il expliquait plutôt son humour comme un réflexe de survie face à l'ennui et à la solitude de l'enfance. Un outil de connexion avec les autres, pas nécessairement le symptôme d'un mal-être profond. Ce qui est certain en revanche, c'est que cette énergie inépuisable, cette capacité à ne jamais vraiment s'arrêter, va rendre extrêmement difficile, plus tard, la détection des signes d'un changement bien plus grave. En 2006, après près de 20 ans de sobriété, il annonce publiquement être retourné en cure de désintoxication pour l'alcool suite à une rechute survenue pendant un tournage en Alaska, dans une période qu'il décrira plus tard comme marquée par un profond sentiment de solitude. Il retrouve la sobriété, reprend les réunions hebdomadaires des alcooliques anonymes et continue de travailler pendant encore 8 ans sans nouvel épisode de rechute publiquement documenté. C'est à partir de 2013 que les choses commencent discrètement à changer. Ce que le public perçoit, ce sont surtout des signes extérieurs relativement ordinaires. Une certaine fatigue, quelques annulations de projets, mais dans l'intimité de son foyer, sa femme, Suzanne Schneider-Williams, observera avec le recul une réalité bien plus inquiétante. Une anxiété grandissante, des troubles du sommeil, des difficultés soudaines à mémoriser des répliques pourtant simples, un problème immense pour un acteur dont la carrière repose depuis toujours sur une mémoire et une vivacité d'esprit exceptionnelles. Elle décrira plus tard cette période comme un jeu de chamboule-tout médical permanent. Quels symptômes ce mois-ci ? Je me suis demandé si mon mari était hypocondriaque. On cherchait et il n'y avait pas de réponse. En mai 2014, les médecins posent finalement un diagnostic. La maladie de Parkinson, à un stade encore précoce. C'est une nouvelle difficile mais qui semble sur le moment expliquer une partie du tableau clinique. Les tremblements, la raideur musculaire, la lenteur des mouvements que certains de ses proches avaient commencé à remarquer. En juillet 2014, il passe plusieurs semaines dans un centre spécialisé, le Hazelden Addiction Treatment Center, dans le Minnesota. Non pas, selon les communiqués de l'époque, pour une rechute dans la consommation d'alcool ou de drogue, mais pour, je cite son entourage, affiner et se concentrer sur son engagement continu envers la sobriété. Mais le diagnostic de Parkinson, aussi sérieux soit-il, ne raconte pas toute l'histoire. Il va falloir attendre la pire des façons de le découvrir pour comprendre ce qui se passait réellement dans le cerveau de Robin Williams. Le 10 août 2014, au soir, Robin Williams et sa femme se souhaitent une bonne nuit comme n'importe quel autre soir. Ils font chambre à part depuis un moment en raison de ces troubles du sommeil. Le lendemain matin, Suzanne Schneider-Williams sort faire quelques courses sans la moindre inquiétude. La porte de la chambre de son mari est fermée. Elle décide de ne pas le déranger, pensant qu'il dort encore. C'est un assistant qui, ne le voyant pas descendre, finit par s'inquiéter et force la porte. Robin Williams est mort par asphyxie. Les autorités du comté de Marin concluent, dans les jours qui suivent, qu'il s'agit d'un... Il avait 63 ans. La nouvelle déclenche une vague de chagrin d'une ampleur rarement vue pour la mort d'un artiste. Dans un premier temps, son attaché de presse évoque une dépression sévère comme explication de son geste. Cette explication, reprise largement par la presse mondiale, va devenir pendant plusieurs mois le récit dominant, celui d'un grand comique rongé en silence par une dépression que personne n'aurait su déceler. Mais ce récit va être bouleversé 2 mois plus tard. En octobre 2014, les résultats complets de l'autopsie révèlent une information que personne, pas même sa femme, ne connaissait de son vivant. Le cerveau de Robin Williams était atteint de manière extrêmement étendue par une maladie neurodégénérative appelée la démence à corps de Lewy. Désolée pour ma prononciation si ce n'est pas la bonne. Pour comprendre cette maladie, il faut savoir qu'elle résulte de l'accumulation dans le cerveau d'une protéine anormale appelée alpha-synucléine qui forme des dépôts, les corps de Lewy, qui perturbent progressivement le fonctionnement neuronal. C'est la 2e forme de démence la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer, et elle est réputée pour être l'une des plus difficiles à diagnostiquer du vivant du patient. Ces symptômes ressemblent à la fois à ceux de Parkinson, à ceux d'Alzheimer
et à ceux de troubles purement psychiatriques. Anxiété sévère, hallucinations visuelles, troubles du sommeil, fluctuations cognitives soudaines. Selon l'association américaine de référence sur cette maladie, il faut en moyenne consulter 3 médecins différents et attendre plus de 18 mois avant d'obtenir un diagnostic correct. Dans une interview télévisée donnée 2 ans après sa mort, Susan Schneider-Williams expliquera: je peux vous dire que dans son autopsie, le rapport du médecin légiste était clair. Il avait des corps de Lewy dans presque toutes les régions de son cerveau et de son tronc cérébral. Elle décrira la maladie comme une forme de guerre chimique à l'intérieur du cerveau de son mari. Un texte qu'elle publiera plus tard dans la revue scientifique de référence Neurologie sous le titre « Le terroriste à l'intérieur du cerveau de mon mari ». What should I do? And I said, wake him. And then she called me back. What did she say? I can't even, I'm sorry. That 20-minute car ride, I just screamed the whole way. Robin. Did you get to see him? Yes. I got to tell him, I forgive you with all my heart. Un point absolument crucial à comprendre, contrairement à ce que beaucoup ont continué à répéter depuis, la démence à corps de Lewy n'a été diagnostiquée qu'après sa mort lors de l'autopsie. Ni Robin Williams, ni ses médecins, ni sa femme ne savaient de son vivant qu'il était atteint de cette maladie précise. Le diagnostic de Parkinson, posé quelques mois avant sa mort, était une explication partielle, cohérente avec certains symptômes visibles, mais qui ne représentait pas l'intégralité de la réalité médicale. Il faut donc résister à la tentation de réduire cette tragédie à une seule cause. Ce ne sont pas juste les addictions du passé, ce n'est pas juste une dépression, ce n'est pas juste un Parkinson mal diagnostiqué. C'est la combinaison de plusieurs éléments qui interagissent d'une manière que même la médecine moderne a énormément de mal à démêler. Une maladie neurodégénérative sévère touchant à la fois la cognition, les émotions, le sommeil et la perception de la réalité. Une anxiété et une détresse psychologique bien réelles, mais dont l'origine biologique précise n'était pas comprise à l'époque. Et un corps affaibli, épuisé par des mois de symptômes que personne ne parvenait à expliquer. Pourquoi alors personne n'a-t-il vraiment compris ce qu'il se passait? En partie parce que la démence à corps de Lewy reste, aujourd'hui encore, l'une des maladies neurologiques les plus sous-diagnostiquées qui existent. Et en partie parce que l'image publique de Robin Williams, celle d'un génie comique intarissable, capable de faire rire n'importe qui, à n'importe quel moment, a probablement rendu plus difficile pour son entourage comme pour lui-même la reconnaissance de signaux qui, avec le recul, semblent aujourd'hui évidents. Aurait-il lui-même compris ce qui lui arrivait ? C'est ce que l'on sait grâce aux témoignages ultérieurs de sa femme, c'est qu'il traversait une peur et une confusion croissante face à des symptômes qu'il ne parvenait à nommer, sans jamais avoir eu accès de son vivant aux mots qui auraient peut-être permis de tout expliquer. Voilà peut-être la dernière ironie de cette histoire. Robin Williams a passé sa vie entière à offrir de la joie à des millions d'inconnus, avec une générosité et une énergie qui semblaient inépuisables. Et pourtant, dans ces derniers mois, c'est précisément sa cognition, sa perception, ses émotions, les outils mêmes qui avaient fait de lui ce génie du rire et de l'improvisation, qui étaient attaqués en silence par une maladie que ni lui, ni personne autour de lui ne pouvait encore nommer. Réduire donc sa mort à la phrase « Robin Williams était triste » serait injuste et surtout incomplet. La réalité est beaucoup plus complexe. Celle d'un homme aux prises avec une maladie neurodégénérative sévère, dans un corps et un esprit qui ne lui obéissaient plus comme avant, à une époque où la médecine ne disposait pas encore des outils pour le comprendre à temps. Nous ne pouvons pas toujours voir ce que traverse quelqu'un derrière un sourire. Mais dans le cas de Robin Williams, ce n'est pas une question de dissimulation, c'est que la maladie qui le rongeait était littéralement invisible. Pour lui, pour ses proches et pour la médecine de son temps. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, en revanche, c'est retenir sa leçon. Certaines souffrances ne se voient pas, même quand on regarde attentivement. Et c'est peut-être la meilleure raison de continuer à en parler. You know, I'm not going to pretend that I know what's going on in the mind of a teenager. All I'm saying is Kyle made a mistake. If you're that depressed, reach out to someone. And remember, suicide is a permanent solution to temporary problems.